Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous allons en effet vous présenter cet ouvrage, Gaza, une guerre coloniale, qui est sorti chez Actes Sud il y a le 14 mai, donc il y a 2 3 jours, et donc qui normalement doit se trouver au fond de la salle, mais apparemment il n'est pas arrivé, mais il va arriver. Donc vous pourrez le voir, nous aussi d'ailleurs, parce on l'a pas vu encore. Donc on sera super contente de le voir. Et donc voilà, donc du coup, on est réunis, les deux coordinatrices de l'ouvrage, Véronique Bontemps et moi, Stéphanie Lat Abdallah, avec deux des autrices, Leïla Sora et Fatiha Dazieni. Je vous laisserai vous présenter quand vous prendrez la parole les unes les autres, hein. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Lat Abdallah, je suis directrice de recherche au CNRS et j'ai beaucoup travaillé sur des questions sur la Palestine, mais aussi plus largement sur le Proche-Orient, et ces dernières années, beaucoup sur la question des frontières et de la carcéralité, sur lequel j'ai publié notamment 2 ouvrages. Et donc aujourd'hui, avec Véronique Bontemps, on a co-dirigé cet ouvrage, Gaza, une guerre coloniale, donc pour faire état, en gros, pour documenter ces 18-19 mois de guerre. Donc c'est un ouvrage qui a été en gros rédigé, les articles ont été rédigés fini d'être rédigés à l'automne 24, et puis ensuite un peu actualisé jusqu'en janvier. Donc on a quand même quelque chose de très actuel, hein. C'est vraiment constituer des archives un peu du temps présent sur ce qu'il s'est passé, avec une réflexion évidemment de sciences sociales. Donc comme vous le savez sans doute, aujourd'hui on est à peu près à 53 000 morts, 120 000 blessés, qui sont des chiffres extrêmement conservateurs, dans le sens où on estime, bon déjà il y a toutes les personnes qui sont encore sous les décombres, d'une part, et par ailleurs il y a toutes les morts dites indirectes de la guerre, si on peut considérer que organiser la famine et le blocus est quelque chose d'indirect, mais en tout cas tout ce qui relève du fait que les blessés ne peuvent pas se faire soigner, que des maladies chroniques forcément se développent. Notamment en raison donc, de ce siège, et un siège qui, comme vous le savez, est total depuis le 2 mars, puisque plus rien ne rentre dans la bande de Gaza depuis le 2 mars. Donc on estime plutôt, selon les chiffres de la revue scientifique de Lancet, qui avait déjà fait cette étude en juillet, donc ils estimaient déjà en juillet 2024 qu'on serait plutôt autour de 186 000 morts. Donc voilà, on peut imaginer 200 000 morts, soit 8 à 10% de la population gazaoui. Si vous transférez ça sur la France, imaginez, ça ferait 6 millions de morts. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour cette raison que nous avons donc, et ça on va le développer ensemble, mais je vais juste que nous avons donc axé cet ouvrage autour de 2 concepts. Euh, D'un côté, cette question coloniale, qui finalement est peu traitée dans les études sur la Palestine dans le contexte français, beaucoup plus dans les contextes anglo-saxons. Donc de reposer la question coloniale par rapport à cette guerre et par rapport à ce qui se passe en Palestine depuis maintenant 2 longues années, d'une part, et d'autre part, poser aussi la question du génocide, et on va y revenir. Donc pour ça, on a convoqué un certain nombre d'auteurs avec une intention pluridisciplinaire. Donc il y a des anthropologues, des sociologues, des géographes, des historiens, des personnes travaillant en relations internationales, des politistes, parce qu'on avait envie, enfin on pensait qu'il était important de pouvoir traiter à la fois les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, mais aussi les dimensions humaines anthropologiques, et puis à partir d'une pluralité de perspectives, de points de vue et de regards. C'est-à-dire déjà les auteurs et les autrices sont tous et toutes des personnes qui ont vécu longuement dans la région ou bien en sont originaires. Et ils ont aussi écrit des textes qui relèvent, on va dire, de distances différenciées avec leur sujet et avec des points de vue qui vont être plus distanciés, comme ceux de la géopolitique, ou plus personnels, comme certains textes plus anthropologiques. Et puis, qui ne se limitent pas, donc des perspectives de l'intérieur, depuis Gaza, mais aussi des perspectives
de l'extérieur, les pays alentours, la Jordanie, le Liban, qui a aussi vécu une guerre et qui la vit toujours, euh, mais aussi, au-delà, des pays fortement impliqués de manière plus indirecte dans cette guerre, comme alors la Jordanie, vue depuis la Jordanie, mais aussi les pays du Golfe, par exemple, ou l'Égypte, la perspective égyptienne sur cette guerre. Et là, c'est plus des questions plus géopolitiques. Donc c'était aussi une manière de répondre un peu scientifiquement à cette question de la bonne distance et du point de vue pour traiter d'un tel objet, sachant qu'évidemment, il n'est pas simple, notamment pour des chercheurs en sciences sociales, de travailler à chaud sur une histoire toujours en train de se faire. On a l'habitude d'avoir une certaine distance par rapport à nos analyses, à nos études. Là, ça n'était pas possible, donc il fallait aussi prendre en charge ça et prendre en charge aussi le fait que c'est une guerre qui se déroule alors à huis clos et pas à huis clos, mais en tout cas, on n'a pas accès à Gaza, évidemment. Les journalistes, comme vous le savez, non plus, n'ont pas accès, les journalistes internationaux. Et donc, il a fallu aussi travailler à distance. Donc, comment on travaille à distance? Quel type de sources on met en œuvre pour travailler à distance? Alors, paradoxalement, c'est une guerre qui souffre d'invisibilité et d'hypervisibilité. Et ce qui n'empêche pas la disparition des Palestiniens et des Gazaouis dans cette hypervisibilité. Donc il y a des formes d'hypervisibilité, comme l'a montré Didi Huberman dans un autre contexte, qui permettent la disparition. Et là, on est tout à fait dans ce cas de figure. Donc on a travaillé à partir de multiples sources. Bon, déjà, évidemment, tous les journalistes de Gaza hein, qui sont sur place et qui, eux, témoignent, produisent des textes, des images, etc. Les réseaux sociaux, les témoignages des humanitaires, aussi la communication de guerre des différentes personnes impliquées dans la guerre, hein, que ce soit l'armée israélienne ou les groupes armés. Donc en fait, on a fait feu de tout bois et évidemment les contacts qu'on a avec des personnes vivant à Gaza ou des personnes ayant pu en sortir depuis et étant venues trouver refuge en France ou en Europe. Donc on a vraiment travaillé à partir de toutes, de toutes ces sources. Euh, et donc finalement, malgré tout, malgré l'enfermement voulu, malgré aussi la décrédibilisation des voix venues de Gaza, hein, puisque même les humanitaires qui reviennent de Gaza et témoignent sont sujets, leurs témoignages sont souvent mis en doute et sujets à caution, enfin dans des espaces politiques européens notamment, on peut quand même, on a pu en tout cas travailler sur cette guerre toujours en cours. Donc ce qui nous a importé vraiment fortement, c'est de montrer qu'à la fois cette guerre est une déflagration, c'est-à-dire elle introduit une rupture majeure, et en même temps, elle s'inscrit dans des continuités très structurantes, en fait, de ce qui se passe dans les espaces israélo-palestiniens depuis maintenant euh, au moins 1948. Donc on a inscrit et on a refusé le 7 octobre comme moment zéro de l'histoire, tel que on a pu l'entendre dans les médias ou autres, pour au contraire réinscrire. Et c'est là tout l'enjeu aussi de la dimension coloniale. Donc la première partie de ce livre s'intéresse plutôt aux acteurs majeurs et aux sociétés. Donc les acteurs, que ce soit le Hamas, que ce soit la société israélienne prise dans la guerre, ou bien et à l'intérieur de ça, les Palestiniens d'Israël vivant la guerre en étant une minorité comment suspecter en fait dans ce contexte d'autant plus, et puis aussi les acteurs palestiniens, la configuration palestinienne à la veille au lendemain du 7 octobre, donc avec différents articles de différents auteurs. Ensuite, dans la seconde partie du livre, on s'est intéressé à ce processus d'effacement d'une société, ces processus d'effacement d'une société, avec un article sur le futuricide, donc je parlerai après, sur lequel j'ai travaillé, un article aussi de Abaer El-Sakka sur plutôt l'urbicide, hein, et qui revient aussi sur toute l'histoire urbaine de Gaza, une histoire urbaine extrêmement riche, hein, et
qui quelque part contredit complètement cette idée, enfin cette espèce d'image qui finalement avec le temps s'est construite d'une bande de Gaza qui serait sous perfusion humanitaire, alors qu'on a un espace extrêmement urbain, d'une grande richesse patrimoniale, etc. Et donc on a aussi un article qui traite de l'économie, hein, comme aussi comme processus colonial, et puis Marion Slitine qui traite du culturicide et du mémoricide, notamment par rapport à ce qui est fait euh, aux monuments et plus largement aux artistes. Puisque, en fait, ce que j'ai pas dit, mais ce qui participe aussi de cet effacement, c'est que finalement, les professionnels sont particulièrement visés, le système de santé a été particulièrement visé, le système éducatif, les universitaires, ceux qui témoignent, les journalistes, les artistes, les médecins. Donc en fait, il y a vraiment cette volonté d'écraser, d'effacer toute une société et ses capacités aussi d'autonomie dans cet espace. Et enfin, nous avons aussi voulu traiter donc, dans une dimension beaucoup plus anthropologique de la question des quotidiens, avec un article notamment de Mouna Dejani et Omar Jabari Salamanca sur la question de comment on continue malgré tout à cultiver la vie dans un contexte comme celui-ci, qui est celui d'une nouvelle Nakba, telle que les Palestiniens la nomment. Et puis, depuis Beyrouth, les vécus de la guerre, les vécus politiques, mais les vécus individuels de la guerre depuis Beyrouth, au départ en solidarité, pour une partie en tout cas des Libanais, avec les Gazaouis, puis ensuite vivant eux-mêmes cette guerre. Et puis aussi cette guerre vécue donc, depuis un salon jordanien et qui vient aussi mettre en jeu qu'est-ce qu'on fait quand on vit une guerre à distance et dans quelle mesure ça joue aussi sur les statuts, les identités sociales, la manière de se représenter. Et enfin, on a voulu donc ouvrir à cette question plus géopolitique des de la question des pays alentours, comme je le disais, à la fois les pays du Golfe, à la fois l'Égypte, le rôle qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas dans cette guerre et qu'ils ne prennent pas dans cette guerre, et puis la question des médias, et bien sûr la question du droit international, avec deux spécialistes du droit international qui ont donc interrogé le processus, les processus à l'œuvre depuis que cette guerre s'est déclenchée, qui entendent euh, euh, enfin, entendre, en tout cas, poser un certain nombre de règles de justice avec beaucoup de difficultés et en tout cas qui ne parviennent pas pour le moment à stopper le génocide en cours. Donc, je vais te passer la parole, Véronique, par rapport déjà à cette question donc, du colonial et puis j'y reviendrai après. Bonsoir, merci d'être là. Bon, moi, je m'appelle Véronique Bontemps, je suis anthropologue et je suis chargée de recherche au CNRS. Et donc, je travaille aussi sur les sociétés palestiniennes, notamment sur la question des sociétés urbaines et aussi la question des circulations des frontières, mais aussi des questions de santé. Alors, je voulais faire un cadrage sur la manière dont on avait envisagé, dont on avait assumé en fait dont on avait assumé dans notre ouvrage le terme de colonial comme prisme pertinent pour appréhender la réalité historique de cette guerre. À partir de deux constats, comme l'a rappelé Stéphanie, certes, cette guerre est une bascule terrible, mais en réalité, elle s'inscrit dans des formes de continuité historique qu'il est important de saisir. Et puis le deuxième, c'est, comme Stéphanie l'a également dit, c'est qu'elle s'inscrit dans des formes de continuité géographique avec les sociétés alentours, donc provoquant des déflagrations et s'étendant aux alentours des territoires de Palestine et d'Israël, dans des sociétés voisines qui, en fait, de longue date, ont été concernées par ce conflit, ce qu'on a appelé le conflit israélo-palestinien, après l'avoir longtemps appelé le conflit israélo-arabe. On pourra revenir à cette question, mais c'est quand même symptomatique. Voilà. Donc, dans ce cadre, en fait, la mobilisation du terme colonial, elle nous semblait indispensable pour rendre justice en fait à la réalité historique de cette guerre. On s'inscrit dans une double perspective, en fait, si je puis dire, c'est-à-dire tout d'abord sortir l'analyse de la situation en Palestine et Israël de l'exceptionnalité, et j'y reviendrai. Et deuxièmement, la resituer dans un cadre comparatif avec d'autres phénomènes de colonisation, de peuplement dans le monde, et j'y reviendrai également.
Alors, cette question, l'exceptionnalité de la question palestinienne-israélienne, en fait, elle a longtemps structuré le champ des recherches sur les sociétés palestiniennes pour plusieurs raisons, hein. On pourrait citer les spécificités du sionisme comme mouvement colonial, la caractérisation de la création de l'État d'Israël comme la Nakba, catastrophe pour l'ensemble des pays arabes, ainsi que les spécificités juridiques, hein, du statut de réfugié palestinien. Mais certes, c'est une exception, hein, on va y revenir, mais s'enfermer dans cette exceptionnalité d'un point de vue de sciences sociales, ça revient à se priver en fait de nombreux outils précieux pour la démarche scientifique et notamment la question du comparatisme sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, il est important de rappeler que dès en fait les premières années qui ont suivi la Nakba de 1948, donc la catastrophe, la création de l'État d'Israël, il y a eu toute une génération de chercheurs et de chercheuses palestiniens et palestiniennes qui ont porté cette parole, qui ont tenté de documenter ce qu'ils vivaient, la réalité vécue de la Nakba et de ses conséquences en la caractérisant déjà comme une situation ou un fait colonial. Et outre le fait que ces chercheuses et ces chercheurs ont utilisé cette qualification et les utilisent depuis des décennies sans être véritablement entendus, ce qui est quand même un point très important, il y a aussi d'autres occurrences, et un exemple parmi d'autres dans le contexte français de la fin des années 60, c'est celui de l'article très célèbre de Maxime Rodinson, intitulé Israël fait colonial, paru dans la revue Les Temps modernes en 1967 déjà. Et en fait, sa démarche à Maxime Rodinson, elle était exactement celle-là, c'est-à-dire l'idée de sortir Israël, le fait colonial israélien de son exceptionnalisme pour le resituer en usant de la comparaison avec d'autres contextes sociaux déjà définis comme coloniaux. Alors, l'usage qu'on fait de la notion de colonial dans notre livre, on parle ici d'un colonialisme dit de peuplement, en anglais settler colonialism. Comme l'a rappelé Stéphanie, il y a beaucoup de travaux anglo-saxons, notamment à partir de la fin des années 90, début des années 2000, qui ont inscrit en fait la situation palestino-israélienne dans ce cadre du colonialisme de peuplement, settler colonialism. Et donc, je le rappelle, hein, que d'après ces théoriciens, le colonialisme de peuplement se distinguerait du colonialisme dit plus classique ou du néocolonialisme par le fait que les colons viennent s'installer sur une terre, ils exercent une souveraineté étatique, un contrôle juridique, mais ils ont pour objectif en fait de remplacer les populations autochtones. Comme tu l'avais dit dans d'autres, il y a un transfert d'autochtonie en fait, hein. Les colons viennent et l'objectif, le processus, c'est de expulser les populations autochtones et de devenir soi-même, s'autochtoniser soi-même et de devenir les habitants. Et donc, là où le colonialisme dit plus classique est davantage présenté comme axé sur des dynamiques d'exploitation, notamment économiques. Mais je vais revenir sur cette division, hein. Donc voilà, dans un célèbre article de 2006, hein, qui s'appelle Settler Colonialism and the Elimination of the Native, dont Patrick Wolf, qui est l'un des principaux promoteurs de cette notion, écrit donc l'invasion est une structure, pas un événement, c'est-à-dire que c'est un processus continu en fait d'élimination des populations autochtones pour les remplacer par les colons qui vont eux-mêmes tenter de s'indigéniser et de remplacer les populations locales. Donc l'intérêt de ce paradigme, en fait, c'est qu'il met la situation palestino-israélienne en comparaison directe avec les États, ce qu'on appelait les États colons blancs du Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et si on s'appuie sur ce paradigme, on considère néanmoins, comme le font d'ailleurs d'autres chercheurs et chercheuses qui travaillent sur des cas comme la Polynésie française ou la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui sont aussi des cas de colonialisme de peuplement, que chaque situation coloniale, bien sûr, a ses spécificités et connaît des formes d'hybridation propres à son époque et ses contextes. Donc, par exemple, pour le cas de la Palestine, il est notoire que les gouvernements israéliens successifs ont longtemps exploité économiquement la force de travail palestinienne avant et après, y compris après le processus d'Oslo, qui était censé être un processus de séparation, mais qui a toujours gardé en fait les territoires palestiniens occupés sous la dépendance politique, mais également économique d'Israël. Et c'est ce que montre d'ailleurs le chapitre de Tahir Labadi dans cet ouvrage, donc qui, à partir de la question de l'économie,
puisque pour lui, en fait, comme il l'explique, pour lui comme tous les autres d'ailleurs, hein, les génocides en cours depuis octobre 2023, donc terme de génocide sur lequel on reviendra tout à l'heure, n'est nullement une suspension de l'histoire, encore moins dans le cas de l'économie. Donc il écrit, je le cite, la dévastation de l'appareil productif, le chantage financier ou encore l'asphyxie économique ne sont ni de simples paramètres ni des dommages collatéraux de la guerre, mais révèlent plutôt le caractère éminemment politique et agonistique de l'économie. Et donc, il met en évidence dans son chapitre 3 logiques de pouvoir qu'Israël exerce dans l'économie palestinienne. Donc, l'exploitation, à travers l'exploitation de la force de travail des populations palestiniennes, le contrôle de ces populations, mais aussi l'élimination. Voilà, donc l'emploi des travailleurs palestiniens relève de cette logique d'exploitation de la main-d'œuvre, mais elle est aussi un puissant moyen de contrôle, en fait, et de discipline de la population à travers l'octroi ou non de permis de travailler en Israël, par exemple. Et donc, cette dépendance des travailleurs palestiniens à l'économie israélienne les rend très vulnérables. Donc, j'ai parlé de l'octroi des permis, mais pour se rendre en Israël, il faut circuler. Et donc, ce contrôle fonctionne aussi à travers le contrôle des circulations. La fermeture des points de passage, des restrictions du trafic qui sont régulièrement employées comme des moyens de sanction dans une logique ouvertement contre-insurrectionnelle, de la surveillance resserrée que cela occasionne, bien sûr, à travers tout un tas de technologies de pointe dont Stéphanie parlera tout à l'heure, et ou alors qu'il s'agisse des logiques de non-reversion des taxes qui sont en fait, depuis les accords d'Oslo, censément reversées par Israël à l'autorité palestinienne et qui permet l'asphyxie totale des populations, car l'autorité palestinienne n'est plus en état de payer en fait les fonctionnaires. Donc, il nous a semblé ainsi que ce paradigme colonial offrait un modèle intelligible, et d'ailleurs pour nous le seul modèle intelligible pour rendre compte des spécificités structurelles, des caractéristiques structurelles de la situation sur le terrain. Mais bien sûr, et là je vais laisser la parole à Stéphanie pour développer ce point, il est tout aussi important de travailler les spécificités, bien sûr, du colonialisme israélien actuel et de ses dispositifs, notamment à l'époque contemporaine, en s'aidant justement de la question du comparatisme, qui est ici non pas vu comme une assimilation, mais une question heuristique qui va permettre de travailler la manière dont le colonialisme israélien s'impose avec ses spécificités contemporaines. Et donc, je te passe la parole, Stéphanie. Oui, oui, alors oui, peut-être aussi euh, insister en fait sur le fait que le colonialisme et le colonialisme de peuplement, effectivement, c'est une structure et c'est pas un événement, c'est pas un événement seulement. Et ça, c'est important, notamment aussi par rapport à ce terme qu'on entend beaucoup dans le champ à la fois des études palestiniennes et dans la société palestinienne de Nakba continue. Donc là, on parle de nouvelle Nakba, mais ça fait déjà 10-20 ans qu'on parle de Nakba continue. Et donc Nakba continue, ça fait référence effectivement à la Nakba de 48, hein, où plus de 900 000 personnes ont été évincées de la Palestine historique. Mais ça fait aussi référence à un processus qui ne s'arrête pas, un processus d'éviction qui continue et qui se poursuit. Et donc aujourd'hui, avec une intensité particulièrement violente. Donc ça, c'est un concept qui a été travaillé notamment par Elias Khoury et aussi par Joseph Massad, donc qui ont tous les deux travaillé à partir notamment des années 2000, ce concept de Nakba continu, qui participe en fait de cette idée de colonialisme, de peuplement en fait. Hein. Il me semble que c'est presque une version un peu vernaculaire du terme settler colonialism. Et donc juste pour, oui, il y a des spécificités, évidemment. Donc, en fait, ce qui a beaucoup été reproché dans le contexte, en tout cas français, à l'usage du mot colonialisme, colonialisme de peuplement, outre le fait que ça pose la question aussi des territoires acquis en 48. Donc, il y a une vraie question qui est posée là et qui effectivement, demande à être creusée et qui explique pourquoi aussi il y a autant de blocages sur sur ce terme. Mais également parce qu'il serait anachronique, en fait, hein, que ce serait un terme anachronique, on l'a beaucoup entendu, alors qu'en fait, on peut tout à fait travailler, effectivement, comme le disait Véronique, cette question du colonialisme euh, avec ses spécificités. Et donc là,
deux spécificités majeures parmi beaucoup, effectivement, un colonialisme contemporain en prise avec son époque, et deux spécificités majeures, la question économique, ce qui a été nommé aussi par quelqu'un comme Khalil Nahleh, le néocolonialisme économique, d'une part, avec effectivement une imbrication dans l'économie israélienne, mais pas seulement, c'est-à-dire en fait, en gros, des structures néolibérales qui s'appliquent dans un contexte de domination et d'occupation et qui donc ont un effet spécifique, d'une part, et aussi la question de la gestion des mobilités dans un espace non frontalier, puisque si l'État d'Israël n'a pas de frontières affichées, en fait. Hein. On ne sait pas où s'arrête l'État israélien. Et donc, il y a une gestion des non-frontières, notamment entre Israël 48 et Israël 67, si on peut dire. Et donc, pour gérer ces non-frontières, eh bien, il y a tout un système de gestion des mobilités que j'ai travaillé notamment avec toute la question des systèmes de permis, mais aussi par le carcéral, de gérer la mobilité et donc la dangerosité supposée des uns et des autres dans un espace partagé, puisque la Cisjordanie est un espace partagé, entre colons et palestiniens. Et donc, on a vu en plus le nombre de colons multiplié par 3 depuis Oslo. Donc, on a aujourd'hui 700 000 colons qui sont présents entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Et donc, il s'agit bien de gérer un espace partagé, un espace sans frontières, et donc en gérant des mobilités. Et tel qu'on peut le voir dans un autre contexte, sur les modalités de gestion des frontières, qui ne sont aujourd'hui pas seulement des frontières lignes, mais plutôt des frontières flux, dans un espace plus global. Donc en fait, il y a comment dire, cette manière de gérer les frontières d'une manière qui est assez proche de ce qu'on peut voir dans un espace plus global, sauf que ça s'applique là aussi dans un contexte d'occupation. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a des mécanismes qui sont communs et qui d'ailleurs produisent des phénomènes de reconnaissance en fait, hein, et qui d'ailleurs participent à les valider, hein, puisque pour ceux qui ne veulent pas admettre cette dimension coloniale ou de domination, peuvent toujours rattacher ces mécanismes à des mécanismes plus globaux, néolibéraux, de gestion des mobilités, etc. Donc voilà, c'était pour ces spécificités. Et puis je te passe la parole pour ouvrir la question du génocide, bon, qui relève du droit international, donc, mais sur lequel on a quand même... juste peut-être un mot, en fait, nous, on a pris des positions dans l'introduction sur ces deux concepts, mais à l'intérieur de chaque article, chaque auteur et chaque autrice emploie de la manière dont il ou elle le souhaite ou n'emploie pas. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout un point de vue pour le coup, mais en fait, bon, il se trouve quand même que dans la majorité des cas, ces deux concepts sont travaillés en fait par les auteurs et les autrices, mais en fait, c'était juste pour préciser ça aussi. Donc, sur cette question du terme de génocide, alors il nous a paru effectivement très important de l'aborder frontalement dans notre introduction et donc d'expliquer comment on l'utilisait, même si, comme l'a rappelé Stéphanie, chaque auteur-autrice le mobilise à sa manière dans les articles. J'allais dire ou non, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas un seul article qui ne parle pas de génocide, notamment parce qu'on a un certain nombre d'auteurs-autrices palestiniens et palestiniennes pour qui l'utilisation du terme de génocide est vraiment quelque chose d'important et presque une évidence. Et donc, il s'agissait aussi de rendre justice à ce ressenti, mais ce n'est pas uniquement un ressenti, en fait, c'est aussi une question de droit. Et donc, on s'inscrit en fait dans la perspective ouverte par le droit international, donc depuis la création de l'ONU tel qu'il existe aujourd'hui, hein, donc depuis la création de l'ONU et la Cour internationale de justice en 1945, jusqu'au récent développement ces 20 dernières années. Alors, on sait par rapport à cette question du génocide que la Cour internationale de justice a rendu le 26 janvier 2024, je ne vous apprends rien, hein, une ordonnance qui a conclu à un risque plausible de génocide de la population palestinienne à Gaza, qui s'accompagnait donc de 6 mesures conservatoires. Donc je ne vais pas vous les citer, l'une après l'autre hein, maintenant, mais ce qui est certain, c'est que plus d'un an après la délivrance de cette ordonnance, rien n'a été fait par Israël pour appliquer ces mesures conservatoires, qui étaient justement là pour prévenir la possibilité du génocide. Malgré la délivrance de cette ordonnance, malgré la délivrance par la Cour pénale internationale en octobre 2024 de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, j'arrive même pas à prononcer son nom, le Premier ministre israélien et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant,
Donc, ce qui rendait le risque plausible il y a plus d'un an, en l'absence d'application des mesures conservatoires, le rend en fait de plus en plus plausible, hein. Enfin, on a dépassé le stade, à l'évidence, on a dépassé le stade du risque. Il convient de rappeler aussi que depuis octobre 2023, en fait, la Cour internationale de justice a rendu un nombre très élevé par rapport à ce qu'elle avait rendu auparavant d'arrêts consultatifs et d'ordonnances concernant la situation en Palestine. Alors que, comme le rappelle Yohann Soufi dans son article, dans son chapitre à la fin de notre ouvrage, la Cour internationale de justice, étant donné le caractère hautement sensible de la question palestino-israélienne, était assez peu encline à se saisir du dossier. Elle a rendu quand même énormément, elle a finalement presque une profusion par rapport à ce qui se passait antérieurement depuis octobre 2023. Donc il y a eu 2 avis consultatifs, il y a eu 4 ordonnances sur Gaza, donc on connaît bien celle du 26 janvier 2024 que je viens de rappeler, mais il y en a eu 3 autres, hein, le 16 février, le 28 mars et le 24 mai 2024, qui réitéraient la nécessité de mesures conservatoires pour prévenir le crime de génocide dans la bande de Gaza. Et à la différence des avis consultatifs, en fait, les ordonnances elles sont censées être contraignantes. Elles impliquent des mesures conservatoires, alors que l'affaire est toujours en cours d'examen, puisque, comme vous le savez, on ne conclura un génocide que c'est une affaire qui va prendre des années et des années. Mais l'ordonnance est là pour demander des mesures conservatoires pour éviter que le crime de génocide ne soit commis, alors que l'affaire est en cours d'examen. Donc, je l'ai dit, ces décisions sont censément contraignantes, même si, évidemment, dans les faits, la Cour internationale de justice n'a aucun moyen concret de faire appliquer ces mesures et cela reste à la volonté, dépendant de la volonté de chaque État. Alors justement, dans son chapitre, Yohann Soufi, dont j'ai parlé, donc, il entreprend justement une démarche plus réflexive sur la question du génocide à Gaza. Je crois que son chapitre s'appelle « Que peut le droit international pour Gaza ?» ou quelque chose comme ça. Sur ce que peut le droit international, en fait, puisqu'il explique au début de son chapitre qu'il a perdu beaucoup de ses illusions de juriste, en fait, au cours de cette dernière guerre génocidaire à Gaza. Et il montre en fait comment l'impunité de l'État d'Israël, depuis octobre 2023, mais en réalité bien avant, risque d'en faire ce qu'il appelle le tombeau du droit international, en ce sens que le droit international, auquel lui-même croyait dur comme fer en tant qu'avocat pénaliste et qu'il défendait comme une boussole indéfectible, risque de perdre sa légitimité, légitimité qu'il a déjà en grande partie perdue dans un certain nombre d'États qu'on pourrait appeler très rapidement de manière impropre du Sud global. Et bon, il conclut néanmoins sur une note d'espoir, voilà, une note d'espoir d'un sursaut moral et d'une refonte des principes du droit international, justement, à l'aune de ce qui se passe en Palestine. Et on a une deuxième contribution dont j'ai voulu parler aussi parce que ça vient d'un juriste palestinien qui travaille sur le droit international, qui s'appelle Johnny Rassi. Et pour sa part, Johnny Rassi, il met en relation de manière précise donc, ce qu'il appelle l'affaire Afrique du Sud contre Israël, donc ce qui a donné lieu à l'ordonnance du 26 janvier 2024, donc, où la Cour internationale de justice s'est penchée sur la perpétration du crime de génocide dans la bande de Gaza, avec l'avis consultatif du 19 juillet, rendu par la Cour internationale de justice, dans lequel Israël a appelé à mettre fin à l'occupation, à son occupation dans les territoires palestiniens occupés. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en relation la question du génocide en cours à Gaza avec la colonisation sur l'ensemble de ce que le droit international appelle le territoire palestinien occupé, c'est-à-dire donc la Cisjordanie. Et en fait, il décrypte différentes... Et Jérusalem-Est, pardon, merci Stéphanie. Il décrypte aussi, enfin, sans compter également le Golan, le Golan syrien, enfin voilà. Il décrypte en fait les différentes lignes, de manière très précise, les différentes lignes argumentatives qui ont été donc discutées par le droit international pour affirmer cette illégalité de l'occupation et de la colonisation israélienne, donc réaffirmée donc, le 19 juillet 2024, en la replaçant dans l'histoire longue de la colonisation du territoire palestinien occupé, donc ce terme de juriste pour donc désigner ce qui a été occupé après 67, depuis 67, mais même avant en réalité, depuis 56, 48, etc. Et concernant cette question du crime de génocide à Gaza et de son corollaire, donc, ce dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, donc l'intention, en fait, la question de l'intentionnalité du génocide, c'est-à-dire l'intention de détruire tout ou partie d'un peuple,
Bon, pour nous, cette intention, elle ne fait aucun doute et d'ailleurs, elle est pleinement assumée depuis le début de la guerre, de cette guerre, par les dirigeants israéliens. Donc, elle est affichée, elle est clamée partout. Donc, en fait, comment ne pas la reconnaître alors que euh, les, l'armée, les différentes instances du gouvernement le revendiquent de plus en plus d'ailleurs. Donc, il lie cette question de l'intention génocidaire avec la question de la colonisation à travers l'idée, la notion de génocide rampant, en fait, qui rejoint, à notre sens, en partie l'idée du colonialisme de peuplement, puisqu'il s'agit d'une manière de remplacer, expulser, éliminer par tous les moyens. Et donc, le fait génocidaire devient l'expression agonistique, en fait, de ce colonialisme de peuplement. Voilà. Donc avant de passer finalement la parole à Leïla pour qu'elle nous parle d'un des acteurs, et on reviendra après sur les effacements, comme ça on suivra aussi le fil du livre. Peut-être dire deux choses, effectivement rebondir sur ce que tu disais déjà d'une part, par rapport au fait que les différents dirigeants israéliens ne se cachent pas en fait, hein. Et il y a une étude qui a été faite par deux chercheurs israéliens, notamment sur ce qu'ils appellent le langage de la brutalité, où ils ont répertorié un peu les mots récurrents en fait dans le langage médiatique et politique depuis le 7 octobre. Et le mot, par exemple, Nakba 2023, Gaza Nakba, est très récurrent. Donc, en fait, il y a une affirmation aussi de cette volonté d'exercer une nouvelle Nakba. Et Benjamin Netanyahu a même dit c'est une deuxième guerre d'indépendance. Donc on voit très bien, et on sait ce qu'a signifié cette guerre d'indépendance. Donc on voit très très bien que ne serait-ce que là, ou alors il n'y a aucun civil innocent à Gaza. Enfin, je ne vais pas vous faire tout l'historique des déclarations, mais en tout cas, au-delà de ça, ce que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant dans l'article de Johnny Arasi que Véronique a mentionné, c'est qu'en fait, il essaye de travailler sur la question de l'illégalité du colonialisme, et notamment, il parle de 67, hein, de l'illégalité donc qui a été réaffirmée là, hein, par la décision de la Cour internationale de justice en juillet 2024. Elle a réaffirmé l'illégalité de la colonisation sur le territoire palestinien occupé. Donc elle parle de 67. Mais à l'aune, en fait, des crimes qui sont commis, de la domination, et de lois inhumaines, et d'un processus qu'on peut apparenter à l'apartheid, etc. Alors que lui, il essaye de démontrer, il démontre, hein, c'est un juriste aussi qui prend une position dans cet article, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que il prend une position de juriste qui émet une qualification juridique, hein. Il ne se contente pas d'analyser les qualifications juridiques, mais il émet une qualification juridique, et dans laquelle il lui semble en fait que finalement, si cette colonisation est illégale, et je trouve ça intéressant parce que c'est en écho à la guerre actuelle, c'est parce que il démonte en fait l'idée que la guerre de 67 a été une guerre défensive, pour au contraire expliquer que il avait été prévu, que l'occupation de territoires avait été prévue. Il se base sur des archives israéliennes déclassifiées récemment pour montrer qu'il y avait toute une organisation, notamment juridique, de comment ces territoires seront gérés. Et donc, c'est à partir de là qu'il la qualifie d'illégale, c'est-à-dire elle ne correspond pas à une guerre défensive ou à une guerre, et donc à un événement, mais qu'elle correspond justement à une structure qui a été préalablement pensée, notamment juridiquement, par des juristes, et par un des juristes d'ailleurs bien connu, Aaron Barak, qui était à la Cour suprême. Donc ça aussi, ça appuie cette question du colonialisme dont on parle et dont parle l'ouvrage. Donc, je reviendrai après sur les articles qui traitent de l'effacement, et sur mon propre article, mais je vais d'abord passer la parole à Leïla Sora, elle qui a travaillé sur un des acteurs majeurs de cette histoire, qui est le Hamas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci aussi à Véronique, hein. J'en profite pour vous remercier de m'avoir confié
l'ouverture, on va dire le premier chapitre de cet ouvrage à travers cette analyse du Hamas. Alors, ce que j'ai voulu faire, moi, dans ce chapitre, c'est essayer de contextualiser l'attaque du 7 octobre en m'intéressant à une lecture interne au Hamas et en regardant précisément comment depuis au moins une décennie, on va dire, le Hamas est travaillé de l'intérieur par une série de dynamiques qui vont progressivement l'amener à lancer cette opération déluge d'Al-Aqsa. Alors pourquoi une décennie? Parce que tout simplement depuis 2011, avec cette césure des printemps arabes, le Hamas va connaître une série de bouleversements internes qui expliquent cette trajectoire singulière jusqu'au 7 octobre. On a d'abord la chute de Hosni Moubarak en Égypte, qui va en effet jouer un rôle fondamental puisque la disparition de Moubarak va permettre de concrétiser l'accord fidélité des libres, qui est donc cet accord d'échange des prisonniers qui a permis la sortie de 1027 prisonniers palestiniens contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit, qui était captif à Gaza depuis 2006. Alors pourquoi cet accord est important? Il est important alors d'abord parce que parmi ces prisonniers, on a Yahya Sinwar qui sort de prison, qui est donc le concepteur du 7 octobre. On a aussi d'éminents militants de la branche armée du Hamas qui vont sortir en 2011 et qui vont l'année suivante, en 2012, accéder aux institutions politiques du Hamas puisqu'ils vont être élus au bureau politique l'année suivante, donc à la faveur des élections internes du mouvement en 2012. Alors pourquoi je vous dis ça? Puisque en effet, ces prisonniers, dès lors qu'ils vont accéder qui seront élus et qui vont entrer dans le bureau politique du Hamas, ils vont effectivement peser sur l'orientation générale du mouvement. Peser sur l'orientation générale, j'allais dire, à travers leur double identité. La première, c'est leur identité qui est leur trajectoire passée en tant que militants des brigades El-Qassam, puisqu'ils sont donc anciennement membres de cette branche armée. Et le fait d'accéder au bureau politique va évidemment imprégner les institutions politiques du Hamas, puisque dès 2012, on va avoir ce bouleversement entre les deux ailes du Hamas, politique et militaire, qui vont connaître une synergie, ou en tout cas une plus grande convergence. L'autre élément important quand on parle de ces prisonniers qui sortent en 2011, c'est effectivement lié à leur expérience carcérale, puisque ce sont des gens qui ont passé, pour la plupart, quasiment un quart de siècle en prison. Donc pour Yahya Sinwar, pour Rouhi Mouchtaha, c'est respectivement 23 et 22 ans de prison. Donc dès lors qu'ils sortent de prison et qu'ils accèdent au bureau politique, leur principal objectif, ça va être effectivement de libérer tous ceux qui ne sont pas sortis en 2011 lors de cet accord fidélité des libres. Alors l'autre élément important de césure qui concerne les printemps arabes et qui va impacter le Hamas profondément, c'est la révolution syrienne. Puisqu'on a Khaled Meshaal, qui était à l'époque président du bureau politique du Hamas, qui résidait à Damas, et qui va être confronté au choc de cette révolution syrienne, du soulèvement des Syriens, et qui va devoir se positionner, parce qu'il va être forcé finalement à prendre une position, forcé par les Iraniens, et va choisir effectivement de se désolidariser des Iraniens, qui demandaient un soutien officiel à Bachar al-Assad, et va quitter la Syrie. Et ce départ de Damas, lui, Khaled Meshaal, et les autres dirigeants en exil, va sanctifier, on va dire, l'affaiblissement progressif de ce leadership extérieur du Hamas, avec des dirigeants qui vont se disperser entre différentes capitales arabes et qui vont être donc affaiblis. Et pourquoi c'est important? Parce que dans le même temps, on a le leadership à Gaza qui, lui, va se renforcer considérablement puisqu'il va réussir à maintenir de bonnes relations avec les Iraniens. Et c'est particulièrement le cas des brigades Al-Qassam qui vont avoir d'excellentes relations avec les Iraniens, notamment grâce à la figure de Marwan Aissa, qui était à l'époque le numéro 2 des brigades Al-Qassam derrière Mohammed Deif et qui a été assassiné en avril 2024 à Nusayrat. Donc pourquoi c'est important cette fois-ci? C'est bien que ce bouleversement et cette révolution syrienne va impacter profondément sur l'équilibre des pouvoirs au sein du Hamas, en défaveur du pôle en exil et en faveur du pôle de Gaza, ce qui en effet explique pourquoi le pôle de Gaza s'est autonomisé des leaders en exil et a mis en place cette opération déluge d'Al-Aqsa sans concertation avec le leadership qui est installé à Doha depuis 2012.
Alors, l'autre élément que j'ai voulu mettre en exergue dans ce chapitre, c'est pas simplement montrer les dynamiques internes au Hamas, c'est choisir un autre niveau d'abstraction, hein, pour montrer comment en fait les printemps arabes vont aussi sanctifier je veux dire, réorienter le Hamas vers un renouvellement stratégique global. Et là, la césure, plutôt que 2011, c'est plutôt 2013, puisque en 2013, on a le coup du maréchal El-Sisi en Égypte, qui va lui aussi impacter très profondément le Hamas, qui va se trouver affaibli économiquement d'abord avec la destruction des tunnels qui séparent Gaza de l'Égypte, et affaibli également diplomatiquement puisque le Hamas va perdre une grande partie de ses soutiens à partir de 2013. Donc cette période de crise va forcer le Hamas à une réorientation stratégique. Donc on peut la regarder à plusieurs niveaux. On peut la regarder au niveau des relations avec le Fatah par exemple, puisqu'en 2014, le Hamas va signer ce premier accord de réconciliation qui, pour la première fois, témoignera d'une volonté de laisser Gaza à Mahmoud Abbas. Et on pourra y revenir, si vous souhaitez, dans la conversation plus tard. Mais moi, ce que j'ai voulu montrer dans ce chapitre, c'est plutôt analyser le renouvellement autour de la lutte armée. Puisque, à partir de 2013, on va avoir, que ce soit à Gaza que à Doha, des discours qui vont s'articuler sur la lutte armée qui va avoir une place centrale dans les discours. Donc à Gaza, on a par exemple la création d'une sorte d'ONG de plaidoyer qui va, par Bassem Naïm, donc qui est un ancien ministre de la Santé du Hamas, qui va inviter régulièrement des juristes internationaux pour discuter de la question de la légalité de la lutte armée. À Doha, dans le même temps, on va avoir Khaled Meshal qui va commencer à penser à l'écriture d'un nouveau document de référence pour le Hamas. Et ce document va lui aussi accorder une place décisive à la lutte armée, qui est appréhendée en fait comme le seul chemin sur la voie de la libération, un peu dans le modèle de l'OLP des années 70, qui aussi présentait la lutte armée comme une activité légitime d'autodéfense et l'expression des droits naturels des peuples en quête d'autodétermination. Donc quel est l'objectif de ces transformations au niveau du discours? C'est évidemment de capter tous les déçus de l'OLP, d'unir les rangs palestiniens et de retrouver une forme de légitimité grâce à la lutte armée. Alors ces évolutions d'un point de vue discursif vont avoir aussi un impact au niveau des pratiques, puisque le Hamas va progressivement changer sa stratégie de lutte armée et va initier en fait la confrontation avec Israël en par exemple, la date cruciale qui permet d'analyser ces bouleversements, c'est évidemment l'épée de Jérusalem en 2021, puisque le Hamas va lancer un ultimatum à Israël et pour la première fois déclencher une opération de grande envergure contre Israël au moment où les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie, de Jérusalem et les Palestiniens également d'Israël vont tous se mobiliser pour défendre l'expropriation des maisons des Palestiniens de Jérusalem-Est. Donc ça, c'est une bataille décisive. Pourquoi? À plusieurs niveaux. Parce que le Hamas va expérimenter la question de l'union des fronts, à la fois les fronts intérieurs des Palestiniens de 48 et des Palestiniens de Cisjordanie qui vont se mobiliser, donc qui vont permettre d'ouvrir des fronts à l'intérieur, mais aussi les fronts autour. Les fronts dans les pays frontaliers, donc celui du Liban, celui de la Syrie, plus loin celui de l'Irak. Et en fait, cette date de 2021, elle est très importante parce que le Hamas consolide en fait cette stratégie d'unification des fronts. Et au sein de cette stratégie, on a évidemment Gaza. Gaza qui est centrale et qui est pensée comme le centre névralgique en fait de la lutte d'indépendance des Palestiniens. Puisque Gaza, bien qu'étant occupée et encerclée, a toujours des combattants. Et Gaza a également, du point de vue de la population, hein, si on regarde la sociologie des Gazaouis, ce sont effectivement des réfugiés qui ont toujours été très attachés également à la lutte armée. Donc pour toutes ces raisons, Gaza est pensé comme le cœur névralgique de cette stratégie d'unification des fronts. Et dans un deuxième temps, quand on pense à la stratégie qui va être opérée à partir de 2021, il faut effectivement penser à la manière dont finalement le Hamas va aussi considérer que ce qui est important, c'est d'ouvrir le conflit. Alors j'y reviens parce que c'est important, c'est que c'est ça qui permet d'expliquer le 7 octobre, parce qu'on se demande souvent qu'est-ce que le Hamas a voulu faire le 7 octobre. Le Hamas est conscient de la disparité, on va dire du déséquilibre fondamental du rapport des forces entre Israël et lui-même, donc sa branche armée. Donc comment il en vient à lancer le 7 octobre? Donc le 7 octobre, ça intervient effectivement dans une cohérence avec cette volonté de passer à l'offensive.
de Gaza pensée comme place stratégique centrale dans l'unité des fronts. C'est aussi, je dirais, du point de vue du Hamas, une guerre qui est pensée comme une guerre d'anticipation. C'est-à-dire que le Hamas a voulu accélérer le temps en mettant finalement au jour les velléités expansionnistes des Israéliens. C'est ça qu'a pensé Yahya Sinwar quand il lance le 7 octobre. Et encore une fois, quand on pense à la disparité, du déséquilibre dans le rapport des forces, il faut bien comprendre que ce que le Hamas a cherché à faire, c'est ouvrir le conflit. Alors l'ouvrir sur les fronts, mais aussi l'ouvrir à l'international. Et ça, c'est important de comprendre comment le Hamas a aussi anticipé cette question de la mobilisation, que ce soit dans les pays arabes que dans les démocraties occidentales, des soutiens en faveur des Palestiniens. Alors, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan, mais on peut déjà se dire que cette deuxième stratégie d'ouvrir le conflit à l'international, elle a porté ses fruits. Véronique vient d'en parler sur le plan de la justice internationale. On a bien vu comment Gaza a paralysé les institutions internationales et a remis en cause toute une vision en fait de la justice internationale qui a vu en fait qui s'est écroulée en fait sur le terrain de Gaza. Qui a mis aussi au jour la complicité des démocraties occidentales dans le génocide. Donc, de ce point de vue-là, on va dire que la stratégie du Hamas a porté ses fruits. Après, sur le plan de l'unité des fronts, elle est absolument... C'est un échec total. Et ça, les leaders du Hamas le reconnaissent. C'est-à-dire que l'unité des fronts... Alors, déjà, les fronts n'ont pas fonctionné. Donc, à l'intérieur, les Palestiniens ont été embourbés dans les camps de Jénine. On voit bien qu'en fait, la capacité de résistance des Palestiniens de Cisjordanie est quasi nulle. Les Palestiniens de 48 ne se sont pas mobilisés. Et ça, c'est intéressant pour le coup de lire l'article d'Antoine Chalhat qui parle justement des Palestiniens de 48 et de comprendre pourquoi, à la différence de 2021, les Palestiniens de 48 ne se sont pas mobilisés cette fois-ci. Donc, échec cuisant pour le Hamas de ce point de vue-là. Et sur les fronts effectivement régionaux, c'est également un échec puisqu'on a vu donc l'axe de la résistance s'effondrer avec le cessez-le-feu signé entre le Hezbollah et Israël, comme vous le savez, en fin 2024, et la chute aussi, enfin le départ plutôt de Bachar el-Assad en Syrie. Donc pour toutes ces raisons, la stratégie d'union des fronts a échoué. Alors après, on peut s'intéresser à d'autres acteurs qui n'étaient pas, dont l'action, la mobilisation n'était pas anticipée, n'avait pas été anticipée par le Hamas, notamment celle des Houthis, qui effectivement mobilisent et ont prouvé leur capacité de mobilisation, de nuisance et de mise en difficulté d'Israël, et notamment qui ont révélé très dernièrement la difficulté pour le président Trump de continuer de soutenir le Premier ministre Netanyahou dans l'évolution du conflit qui se déplace, on va dire, vers le Golfe, permet aussi je laisserai ensuite parler Fatiha, qui a effectivement son article qui porte sur les pays du Golfe. Et puis je m'arrêterai là, on laissera peut-être de la place pour les questions. Merci. Oui, alors effectivement, la question du succès ou de l'échec est difficile à mesurer. En tout cas, il y a toute une partie de cet ouvrage qui est plutôt qui traite plutôt des formes d'effacement. Et là, pour le coup, de ce que cette initiative du Hamas a produit, en tout cas par la riposte absolument terrible côté israélien. Et donc le travail de Abaer al-Saka, qui est un historien de la ville de Gaza, hein, qui a sorti un ouvrage sur cette histoire de la ville de Gaza, revient à la fois sur cette urbanisation, sur aussi la manière dont s'est construite cette dite bande de Gaza, hein, puisque ça n'était pas une bande de Gaza au départ, c'était un district de Gaza. Et puis, c'est après 48 que se constitue et que se limite cette bande de Gaza dans les années 50, à partir du moment où l'Égypte l'administre et où Israël occupe tout ce qui a été nommé ensuite l'enveloppe de Gaza. Donc, on peut aussi comprendre les attaques qui ont été faites par le Hamas comme des attaques qui sont portées contre cette dite enveloppe de Gaza, dans laquelle se trouvent à la fois
des bases militaires, mais aussi effectivement des kibbutz, mais qui sont installés sur les villages qui appartenaient avant au district de Gaza. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui refusent cette appellation de bande de Gaza, parce qu'elle est déjà une manière d'accepter cette réduction d'un district à cet espace qui a supposé aussi évidemment la perte de villages, de puits, de terres agricoles, etc. Déjà à ce moment-là. Mais en fait, lui, l'essentiel de son article, c'est la question, c'est cette question urbaine, c'est raconter Gaza avant 48 et petit à petit les processus progressifs aussi d'urbicides qui se sont répétés au fil du temps, mais en posant vraiment Gaza dans sa centralité dans la vie palestinienne et notamment dans la vie urbaine, avec 7 cinémas, un aéroport, etc. Et donc avec aussi une économie florissante d'agrumes. Et donc il replace aussi ça, et je pense que c'est important aujourd'hui quand on ne voit que les effacements, de replacer Gaza dans son histoire urbaine et de comprendre à partir de là ce qu'il appelle un urbicide. En montrant aussi qu'il y a un objectif bien particulier dans les destructions qui sont perpétrées. C'est un peu, enfin, il y a un peu cette idée aussi de perpétrer un génocide en commençant par faire une sorte de tabula rasa, en fait, de toute forme d'appartenance, quelle qu'elle soit, et donc qui touche aussi au bâtiment, à la mémoire, etc. Ce sur quoi revient, et je ne vais pas vous raconter tous les articles du livre, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais juste quand même dire quelques mots pour que bon, ça vous donne aussi envie de les lire, et puis pour rendre hommage aux différents auteurs et autrices. Donc ensuite, c'est ce que travaille aussi Marion Slitine à travers la question du culturicide, du mémoricide, du patrimoine et de la manière dont sont touchées aussi cette capacité à imaginer et cette richesse culturelle de Gaza qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec le nombre d'artistes qui vont venir ici ou qui viennent et qui montrent aussi une dynamique culturelle et artistique bien, bien spécifique et que peut-être pour des personnes connaissant moins ce lieu est étonnante, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette vision qui est attachée à Gaza, Hamas, la résistance, etc., mais donc complètement autre chose. Et c'est particulièrement intéressant, mais on voit là aussi la destruction systématique des centres culturels, des galeries, notamment d'art contemporain, avec aussi une volonté très forte d'effacement. Il est intéressant de voir que dans ce contexte d'effacement, deux auteurs essayent, Omar Jabari Salamanca et Mouna Dajani, essayent au contraire de montrer comment on continue à vivre pendant cette Nakba. Avec un article intitulé Écologie de siège, cultiver la vie pendant la Nakba. Un article très touchant parce qu'il raconte l'histoire d'un agriculteur, Youssef Abou Rabia, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui avait remis en culture des espaces qui avaient été bombardés et qui avait commencé à permettre de reconstruire une petite souveraineté alimentaire à une échelle localisée, à faire des graines paysannes, etc., et qui a été aussi ciblé et visé et qui est décédé. Mais cet article est aussi une prise de position très claire, justement, contre ce futuricide sur lequel moi j'ai travaillé, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a une intention de futuricide, en tout cas c'est ce que je dis moi, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de travailler à montrer ce qui résiste à ce futuricide, même si aujourd'hui, on sait qu'entre 60 et 90% des terres ne sont plus cultivables, que les puits à 70% ont été détruits, et que donc on est quand même dans une... Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la toxicité de la guerre. Il faut savoir que cette toxicité de la guerre, elle va engager une ou moins une génération, et que si le futuricide reste une intention, la situation actuelle
rend quand même très problématique en fait la question de l'habitabilité de Gaza, quel que soit le fait que on a encore quand même des professionnels, on a encore des mairies qui sont capables de gérer des infrastructures, etc. Donc il y a quand même encore toute une série d'énergies qui sont déployées et qui travaillent à la fois au niveau matériel, au niveau concret, mais aussi au niveau imaginaire, en fait, d'arriver à projeter. Et bon, pour pas être trop longue, je vais dire quand même quelques mots sur cette question du futuricide, sur laquelle j'ai plus travaillé. Donc effectivement, avec cette idée il y a eu un certain nombre de travaux justement sur les futurités coloniales qui expliquent que en fait, le colonialisme occupe aussi la capacité à se projeter et à s'inventer dans un lieu. C'est-à-dire que là, on a une guerre qui touche le présent, qui touche le passé, je l'ai dit, avec le mémoricide, qui touche les morts dans les cimetières. Hein. J'ai pas mal travaillé sur la rétention des corps, sur la manière dont les morts sont aussi violentés. Mais en faisant ça, on impacte évidemment l'avenir, on impacte la capacité de se projeter dans un lieu. Pour de multiples raisons, parce que le lieu change même de nature, que les souvenirs attachés au lieu sont des souvenirs violents, ne sont plus des souvenirs d'intimité, que les maisons deviennent des lieux de danger comme le reste. Enfin, donc il y a aussi cette transformation des vécus des lieux. Mais ça reste une intention, en fait. Hein. Et donc, il y a cette nécessité, quelque part, quelle que soit la situation, de continuer à projeter autre chose pour enrayer cette futurité coloniale quelque part et ce futuricide et ne pas s'y résoudre. Euh, Après, voilà, dans cet article, j'ai travaillé beaucoup aussi, et je dirais juste quelques mots sur cette question du rapport de ce qui est projeté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que Netanyahou n'avait pas de plan pour Gaza. On a beaucoup dit la guerre est une guerre perpétuelle, elle s'auto-alimente, bon. De mon point de vue, en voyant aussi ce qui est fait en Cisjordanie, je pense qu'au contraire, il y a une vision assez claire, et on la voit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui elle est affichée, évidemment de recoloniser, de réoccuper durablement, etc., mais une vision assez claire de gérer par ce que j'appelle des infrastructures militarisées, voire des infrastructures humanitaires militarisées, qui vont... Donc, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte le politique. Et c'est là où il y a un vrai hiatus, quelque part, entre à la fois le droit international et à la fois les projections qui sont portées par les politiques ou la société palestinienne, hein, des projections quand même qui discutent un État, deux États, qui discutent de comment refonder l'OLP, qui discutent de toutes ces questions qui sont fondamentales, mais on est en face à une ingénierie coloniale qui, en fait, est basée beaucoup plus sur gérer une logistique et notamment avec l'appui de technologies comme l'intelligence artificielle qui a servi dans la guerre à la fois comme une usine d'assassinat de masse, tel que ça a été noté, bon, je retravaille sur la manière dont ça fonctionne, etc., mais aussi comme une technologie à plus long terme qui pourrait gérer sans avoir qui gère des objets, en fait, des traces qui sont tracées par l'intelligence artificielle. Et on le voit bien dans les projets qui sont projetés aujourd'hui d'humanitaire. C'est un humanitaire avec reconnaissance faciale, dans lequel des gens qui auraient été, iraient collecter l'aide humanitaire pour la famille dans un espace trié. Et donc, cette mise en œuvre, en fait, d'infrastructures militarisées, avec aujourd'hui une bande de Gaza à nouveau striée, hein, entre 4 zones, voire plus, et à mon sens, la véritable vision en fait de quelqu'un comme Netanyahou. Et donc c'est un projet politique, enfin d'une certaine manière en fait. Hein. Mais bon, voilà, je ne vais pas développer, ce serait un peu long. Je vais passer la parole à Fatia Daziani, donc qui a vraiment travaillé sur les pays du Golfe et la manière dont ils ont perçu, traité, agi par rapport à cette question de Gaza et de la Palestine. Merci beaucoup Stéphanie. Ça va, vous m'entendez? Donc je tiens moi aussi à remercier Stéphanie et Véronique de m'avoir offert l'opportunité de contribuer à ce très beau livre. Alors, je fais partie des auteurs, autrices, qui ont peu mobilisé le concept de génocide. Alors, non pas pour me défausser, hein,
mais parce que je parle des pays du Golfe, déjà. La seule fois où le terme génocide a été prononcé très officiellement, ça l'a été par Mohammed Ben Salman lui-même, assez tardivement, en novembre 2024. Ça a été un peu le point de rupture, si vous voulez, avec la position saoudienne extrêmement, on va dire, malaisée, fluctuante et assez floue finalement, hein. Même si il y a eu une volonté de l'Arabie saoudite d'afficher une diplomatie assez active avec, en mobilisant des sommets de la Ligue arabe, un sommet arabo-islamique à 2 reprises, et même une alliance de 80, enfin une coalition de 94 États pour une initiative sur la solution à 2 États, hein. Donc, dans ce chapitre, j'interroge surtout les impacts, les non-dits, l'embarras très clair, hein, des pays du Golfe et donc des perceptions suscitées par cette guerre et son extension sur la péninsule arabique. Donc, je vais ici surtout présenter les réactions et positionnements des 3 principaux pays du Golfe, les plus proactifs en termes diplomatiques, à savoir l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Il y reste 4 autres pays. Je fais un état des lieux assez je pense, assez détaillé dans le livre. Donc, je vous invite plutôt à lire le chapitre et le livre, plutôt que voilà, de m'étendre sur cet assez long état des lieux et, et dont les positions sont assez diversifiées finalement, hein. Ce qui m'a un petit peu frustrée quand même dans la rédaction du chapitre, je vais essayer de relever le défi en écrivant d'autres papiers, c'est de ne pas avoir assez mis en lumière le décalage entre société et État, hein. Il est particulièrement clair, enfin j'en parle quand même sur l'Arabie saoudite, hein, parce que c'est le pays le plus peuplé, et effectivement MBS lui-même est obligé de comment dire, tenir compte de la contrainte stratégique qui pèse sur ses épaules en disant j'ai une opinion publique. Et il a une réelle opinion publique. Et j'ai séjourné à 2 reprises en Arabie saoudite depuis le début de cette guerre. Et même si c'est très compliqué, hein, je dois vous avouer que c'est extrêmement compliqué, de plus en plus compliqué comment dire, de faire du terrain et de recueillir des avis, des opinions de personnes issues de la société civile, même parmi mes contacts personnels qui ont pourtant on a tissé des relations, ça fait presque 30 ans, hein, que je bourlingue dans la région. Mais je n'aborde pas directement les sujets, c'est quand on en parle. Et là, c'est vrai qu'en novembre 2023, quand j'y avais été, il y avait une volonté de parler, hein. Et c'est là où, effectivement, j'ai eu un certain nombre de confidences de la part de contacts personnels, mais aussi de gens issus de la société civile, sur le décalage important entre ce que pensaient ces personnes et la position officielle du pays. Alors même si effectivement il y a eu des condamnations très claires, etc., bon, c'est toujours les mêmes rengaines. euh, c'est vrai que beaucoup étaient frustrés du manque de résultats, voilà, de l'impuissance finalement de leur pays. En tout cas, très clairement, on parlait de Nakba, Nakba Thania, vraiment, la deuxième Nakba, de jeunes, hein, pourtant qui ne sont plus du tout socialisés dans les écoles sur la Palestine, etc. Tout se fait à l'intérieur des familles. Et ça, c'est quelque chose dont Ben Salman a conscience. Et ça, c'est quelque chose, malgré sa politique de répression, il ne va pas s'amuser à rentrer dans tous les foyers, dans toutes les familles, pour voir si voilà, ça se mobilise sur la Palestine. Très clairement,
sur le plan extérieur, c'est vrai que j'ai jamais vu de drapeau palestinien, de kéfi, etc., parce que c'était proscrit, puni, et que même dans les prêches, dans les mosquées, jusque les prêches dans la grande mosquée de la Mecque, eh bien, c'était lissé et on laissait, bien sûr, à la responsabilité des dirigeants de parler de la question palestinienne et de Gaza. En revanche, voilà, c'est extrêmement contrôlé, donc c'est très compliqué, et je ne vous parle pas des Émirats arabes unis, hein, qui là, c'est très clair. Mais il y a eu tout un mouvement de mobilisation parmi des très jeunes, ça j'ai appris ça à Dubaï, sur BDS, etc. Ils sont vraiment très très mobilisés à ne pas, comment dire, à boycotter les très nombreux Starbucks, etc. Bon, c'est leur manière de... Voilà. Hein. Mais en Arabie, très clairement, c'est vrai. Voilà, on parle de Nakba 2, on parle de génocide. Très clairement, tous les Saoudiens que j'ai rencontrés disent c'est un massacre, c'est une horreur, c'est pas possible. À tel point que les dirigeants voulaient fermer TikTok. Tellement ça, voilà, les images ont frappé, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes Saoudiens qui ont découvert le vécu des Palestiniens. Vraiment, c'était pour eux quelque chose d'inimaginable. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter un peu le gros décalage, même si j'en ai pas énormément parlé dans le chapitre. Voilà, j'ai plutôt parlé, évoqué le côté très timoré et essayé d'expliquer cette absence justement de visibilité et d'action de ces pays. Euh, alors, concernant l'Arabie saoudite, bon, ils ont effectivement clairement condamné, appelé systématiquement à un cessez-le-feu, etc., etc. Les Émirats arabes unis, pour leur part, eux, je crois que ça a été le seul pays arabe à considérer que le Hamas était responsable euh, voilà, de cette guerre, du déclenchement de cette guerre. Enfin, ils l'ont vraiment assumé. Mais très vite, bon, comme Abu Dhabi, effectivement, dans le monde arabo-musulman, a une réputation aujourd'hui absolument désastreuse. Il y a même eu des cas d'Émiratis qui partaient en tourisme dans d'autres pays arabo-musulmans qui se faisaient copieusement insulter. Et donc, les Émirats étant extrêmement soucieux de marketer leur image, on sait combien de millions et de centaines de millions ils dépensent pour leur soft power et pour utiliser des influenceurs qui sont d'ailleurs souvent parmi nos expatriés, qui sont vraiment les relais de la propagande, du bon vivre, de la tolérance, etc. Oui, pardon. Euh, donc, les Émirats ont donc changé aussi de portage et ont tout misé sur la mise en scène euh, comment ils ont mis en œuvre toute leur aide humanitaire en justifiant justement le maintien de leurs relations avec Israël. Ben, on maintient nos relations avec Israël parce que sans nous, eh bien, les Gazaouis n'auraient pas reçu le peu d'aide humanitaire. Donc, voilà, ils font quand même une pirouette spectaculaire pour montrer à quel point ils sont nécessaires. En réalité, il y avait un pont terrestre qui a été maintenu pour contourner justement les attaques des Houthis en mer Rouge et continuer en fait à s'approvisionner et à approvisionner Israël en biens commerciaux, ce qui fait que les flux commerciaux ont augmenté de plus d'1,5 milliard pendant l'année de guerre, entre 2023 et 2024. Donc, mais les Émiratis vous expliquent que vraiment tous les gens des think tanks, etc., qui se font les relais de la machine propagandiste émirati, vous expliquent que c'est pour les besoins de la cause humanitaire et que c'est grâce à eux que les Gazaouis pouvaient, en plus de ça, être soignés directement par des ponts aériens aux Émirats et voilà, ils sont très très convaincus de ce qu'ils disent.
Donc, voilà pour un des éléments. Quant au Qatar, c'est vrai que le Qatar a toujours a été quand même le pays du Golfe, en tout cas parmi ces trois-là, qui a eu le discours le plus clair et le plus ferme hein, concernant cette guerre et qui a essayé tant bien que mal d'être le médiateur hein, entre le Hamas et les différents acteurs pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu et de libérer les otages israéliens détenus par les différents groupes palestiniens. Donc, bon, c'est vrai que le Qatar a été très attaqué par Israël et par certains congressistes américains. Hein, ça a été donc une médiation qui continue, hein, je crois, d'être très compliqué. Donc, effectivement, un relatif échec, hein, étant donné les circonstances. Alors, très vite, parce que je ne vais pas voilà, déflorer l'ensemble de ce chapitre, ce qu'on peut dire, c'est que le constat de cet état des lieux, c'est qu'effectivement, ces pays donc, ont eu une action plutôt très timorée, pas très convaincante, et cela est relativement, comment dire, paradoxal lorsqu'on voit que c'est vers les pays du Golfe que les États-Unis se tournent pour, et effectivement, parce que ce sont les pays les plus dynamiques sur le plan diplomatique au sein du monde arabe. Donc c'est effectivement devenu le centre névralgique un petit peu de cet activisme diplomatique qui n'a pas donné grand-chose pendant cette guerre. On a beaucoup surestimé la capacité de l'Arabie saoudite à jouer un rôle prépondérant pendant cette guerre. Ça n'a pas été le cas. Bon, bah, le Qatar, évidemment, a fait ce qu'il a pu en termes de médiation. Quant aux Émirats arabes unis, ils ont beau essayer de effectivement mettre en scène toute cette question de l'aide humanitaire, ils ont eu beaucoup de mal quand même à cacher leur embarras et le fait qu'ils n'ont fait absolument aucun geste politique, ne serait-ce que pour faire une pause sur ces accords Abraham. Ça n'a jamais été, il n'a jamais été question même d'essayer entre guillemets, menacer Israël d'interrompre ces relations. Donc, c'est dire, effectivement, le peu de... Et puis, surtout, les Émirats se sont laissés berner par l'illusion qu'en signant les accords Abraham, ils étaient convaincus que le gouvernement israélien serait à même de pouvoir, comment dire, faire certaines concessions. Bon, ils ont vu comment le président Biden a été tourné en bourrique. Donc, ils se sont effectivement, ils se sont auto-justifiés en disant bah, si le président Biden n'est pas capable d'infléchir la position israélienne, nous, effectivement, on n'en est pas non plus tout à fait capable. Voilà, donc ça a toujours été alors que dans les autres pays, par exemple au Koweït, à Oman, on a quand même vu alors à Koweït, moi je pensais qu'il y aurait eu plus de manifestations, etc. Mais on a un pouvoir koweïtien aujourd'hui, malheureusement, qui semble être un petit peu sur la ligne de ces... avec ce nouvel émir qui a dissous l'Assemblée nationale et qui semble vouloir un petit peu épouser les modèles de développement économique de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Donc on a, même si on a une population koweïtienne toujours très mobilisée, très pro-palestinienne, ce n'est pas les mobilisations qu'on avait vues, même en 2021. Hein, où on avait vu des... Voilà. Et en revanche, à Oman,
et là, ça m'a assez surpris, on a eu carrément des manifestations pro-Hamas, avec un moufti omanais totalement débridé et décomplexé. Et c'était assez surprenant parce que vous savez que le sultan Qaboos avait en son temps accueilli Netanyahou en grande pompe en décembre 2018. Là, on a vraiment une toute autre gouvernance. Et concernant effectivement la Palestine, Oman a été parmi les pays les plus engagés. Donc, ce qui est assez surprenant. Et je vais peut-être m'arrêter là. Bon, si vous avez des questions, par exemple, sur effectivement, la fameuse tournée de Trump dans le Golfe, avec tout ce qui en est sorti, je suis là pour vous répondre. Merci. Merci. Merci à nos intervenantes et bonne soirée.